Donc moi, pour ma part, je vais commencer tout de suite avec la première partie qui s'affiche derrière moi, qui est la partie sur les romans de l'automne 2021. Alors, dans cette présentation d'Accroche Doc Roman Automne 2021, vous trouverez tout d'abord un petit rappel des prix littéraires, puisqu'on clôture toujours cette saison de la rentrée littéraire avec les principaux prix littéraires, le Femina, le Renaudot, le Goncourt et le Médicis. Donc vous en avez certainement beaucoup entendu parler, mais bon, c'est bien de faire un petit rappel sur ces prix qui viennent terminer cette saison de rentrée littéraire, et puis on a encore plein de temps pour les découvrir, avant que nous n'attaquions la rentrée, bien sûr, littéraire de janvier. J'ai choisi ensuite de vous faire une présentation un peu rapide des grandes thématiques de cette rentrée littéraire. Alors, à savoir, une des premières thématiques qu'on a beaucoup retrouvées au travers des titres parus, c'est tout ce qui concerne les relations filiales, familiales, la relation au père. Alors, que ce soit pour expurger des relations conflictuelles ou troubles, pour repartir sur les traces du père, par exemple, découvrir son passé enfoui, son passé méconnu. Que ce soit aussi pour rechercher ses racines dans un passé historique, sombre ou plus clair. Voilà, donc c'est une thématique qu'on va retrouver dans de nombreux titres, et il y a des titres dont on a beaucoup entendu parler, puisque dans cette thématique, on a quand même un Médicis et un Renaudot. Et puis, vous verrez qu'après, nous vous présenterons les coups de cœur, donc vous allez retrouver cette thématique tout au long de nos coups de cœur. Autre thématique que nous avons suivie pendant cette rentrée littéraire, et vous voyez qu'elle est très fournie, c'est la présence des femmes dans ces parutions. Alors là, de façon différente parfois, hein, on les a retrouvées à travers plusieurs générations, par exemple dans l'ouvrage de Delphine Coulin. On les a retrouvées aussi à tous les âges de la vie, puisque vous verrez dans un des coups de cœur, notamment que l'auteur Kinner a mis en scène, elle, une adolescente. On a beaucoup trouvé d'adolescentes dans ces titres. Et puis aussi, bien évidemment, on va découvrir des femmes un peu sur tous les continents, comme c'était le cas, par exemple, avec le titre Furie, où là, ce sont des femmes syriennes qui sont mises en scène dans ce titre-là. Autre thématique présente, c'est celle de l'environnement, de l'écologie. On en reparlera également dans les coups de cœur. Donc vous retrouverez ici des gens qui se battent pour un avenir meilleur, pour une nature préservée. Vous retrouverez aussi des ouvrages plus noirs, avec des mondes plutôt dévastés, au bord du chaos. Et puis aussi une thématique assez présente, c'est celle du monde paysan et des difficultés du monde paysan. Et là aussi, c'est un thème et un sujet qu'on va retrouver dans nos coups de cœur. Voilà. Et puis, il y avait dans cette rentrée littéraire deux titres auxquels nous avons, les deux titres qui sont sur la droite du diaporama, auxquels nous avons pu donner le label Isérois, l'appel de la forêt, puisque vous savez qu'il y a pour presque 2 ans toute une thématique sur l'appel de la forêt qui a été lancée par le département et que vous pouvez découvrir à travers plusieurs événements, et qui a fait d'ailleurs l'objet de la publication d'une bibliographie de la part de la médiathèque départementale. Donc si vous n'avez pas eu cette bibliographie, n'hésitez pas à nous la redemander, on a encore un peu des stocks, et si vous avez besoin de faire des animations sur ce sujet, n'hésitez pas à nous ressolliciter. Et après la cause environnementale, on a aussi beaucoup de livres qui se sont repenchés sur l'histoire avec un grand H. Donc dans cette première diapositive, il est surtout question de l'histoire du XXe siècle en Europe, et là aussi avec la montée du nazisme, bien évidemment, l'Holocauste, l'occupation de la France, et ces thèmes sont toujours très présents, notamment dans la littérature française. Et puis, à travers une seconde diapositive, là où on va passer un peu au-delà des frontières,
puisque avec les deux titres qui sont sur la gauche de la diapositive, donc le Davidoff et le Coates, nous allons plutôt explorer la thématique de l'esclavagisme. Et puis, avec les deux titres, le premier Exil et Poussière dans le vent, là, on passe d'autres frontières, puisque là, on part plutôt du côté de l'Amérique latine, Uruguay et Cuba, dans des périodes assez troubles également. Donc voilà pour les grandes thématiques que je n'ai pas plus développées, mais effectivement, vous pourrez retrouver tous ces titres et vous pourrez les retrouver dans la liste complète avec les résumés et toutes les références dont vous aurez besoin. On va passer à la partie des coups de cœur. Alors, je vais laisser la parole à Laetitia. Alors, vous savez que ça fait plusieurs années qu'on fait appel à nos collègues du réseau qui font elles-mêmes un travail remarquable au moment de la rentrée littéraire pour lire beaucoup, pour sélectionner des titres, pour les présenter à leurs lecteurs. Et on trouve que c'est plutôt sympathique de vous faire profiter à vous de tout ce travail qu'elles ont fait, plutôt que de refaire des fois des choses qui sont par ailleurs très très bien faites dans les bibliothèques du réseau. Donc Laetitia, à qui je vais laisser la parole pour ses coups de cœur. Voilà, donc Laetitia qui est la responsable de la médiathèque des Avenirs, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Bonjour à tous. Alors ce matin, je vais vous présenter 8 romans, donc 5 en littérature francophone et 3 en littérature étrangère, qui ont tous échappé au prix littéraire, mais qui n'en ont pas moins de grande qualité, vous allez voir. Et je vais démarrer très vite par le roman L'Embuscade d'Émilie Guillaumin, paru aux éditions HarperCollins. Donc il s'agit du deuxième roman de l'auteur. Elle nous raconte l'histoire d'un couple très aimant, très amoureux. Ils ont ensemble 3 enfants. Elle est enceinte du 4e. Et la particularité de ce couple, c'est que le mari est militaire et il travaille dans les forces spéciales. Il travaille au 13e RDP à Bordeaux. Et donc, il fait partie de ces militaires qui participent à la guerre souterraine que mène la France contre le terrorisme. Et donc, dans ce cadre-là, il est amené à faire des opérations, des missions de repérage et de renseignement pour la France. Et donc, au moment où démarre le roman, ça fait donc 1 mois et demi qu'il est en mission. Donc, elle ne sait absolument rien de là où il est, du pays où il s'est rendu, de sa mission. Tout est top secret pour des raisons de sécurité. Mais bon, elle sait qu'au bout d'1 mois et demi, ça veut dire qu'il est sur le point de rentrer. Sauf qu'un matin, très tôt, elle voit débarquer chez elle une délégation d'officiers qui lui annonce que dans la mission à laquelle faisait partie son mari, a échoué. Ils ont été victimes d'une embuscade et il y a 6 morts, dont son mari. Elle est donc invitée à venir reconnaître le corps dans les jours qui suivent. Et au moment où elle se rend pour la reconnaissance des corps, en fait, les gradés sont très gênés de lui apprendre qu'ils ont fait des tests ADN et que parmi les corps, il n'y a pas celui de son mari. Donc elle va passer par un espèce d'ascenseur émotionnel où d'abord elle était anéantie et puis finalement un fol espoir de se dire que peut-être son mari est encore en vie. Et là, c'est tout le départ du roman, c'est-à-dire que ça va être le combat d'une femme de militaire, d'un militaire qui fait partie des forces spéciales pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quelle était vraiment sa mission, où il était, pourquoi ils ont pu tomber dans une embuscade, alors qu'a priori, ils ne vont pas pour des attaques, mais vraiment pour du renseignement et du repérage. Est-ce qu'il est encore en vie ? Donc voilà, ça va être vraiment un travail d'enquête de cette femme pour essayer de découvrir la vérité. Sauf que l'armée ne s'appelle pas la Grande Muette pour rien. Elle va être vraiment confrontée à des secrets vraiment importants qui vont l'empêcher de progresser. Donc elle va devoir faire preuve d'un courage et d'une force exceptionnelle pour essayer de découvrir ce qui s'est passé et de savoir où peut être encore son mari. Donc vraiment tout le roman est là-dessus, sur ces femmes de militaires. C'est un roman très documenté. L'auteure a eu une expérience de militaire, elle a été militaire professionnelle, donc elle connaît très bien ce corps de métier-là, elle connaît les secrets, elle connaît les codes. Elle a, au moment de l'écriture de ce roman, enquêté auprès des familles et des femmes de militaires dans les forces spéciales.
Et donc vraiment ce livre est très très documenté, mais on n'en reste pas moins plongé dans la fiction, dans les sentiments de cette femme qui va vraiment se battre pour découvrir la vérité. C'est une écriture qui va être assez vive, hein. Les chapitres sont très courts, on va être au plus proche des sentiments de cette femme, des sentiments des familles, on va croiser aussi des parents, d'autres femmes aussi, qui vont lutter comme elle pour essayer de découvrir la vérité. L'écriture va vraiment au plus simple, au plus direct, et on est vraiment aux forces des sentiments. Je poursuis avec Le Fils de l'homme de Jean-Baptiste Del-Amo, donc qui a peut-être été un peu plus médiatisé. C'est le 5e roman de l'auteur. Il nous raconte la vie d'un jeune garçon qui vit seul avec sa maman dans une cité ouvrière, lorsque le père va faire irruption après 6 ans d'absence. Très vite, il va les convaincre de recommencer une vie à zéro, une vie de famille. Et pour cela, il décide de les emmener aux Roches. Donc c'est une maison où il a lui-même grandi, avec un père, sous l'autorité d'un père vraiment très dur. Et il décide de repartir à zéro, de se redonner une chance. Il veut les convaincre qu'il a changé. Et il veut repartir à zéro, donc avec cette femme et ce petit garçon dont il a très très peu, il a à peine de vagues réminiscences de qui pouvait être son père, puisque sa mère a soigneusement occulté son ex-compagnon en tout cas. Donc beaucoup de questions tout au long de ce roman. Qui est cet homme ? Pourquoi tant d'absence ? Pourquoi tant d'années ? Qu'est-ce qu'il a fait tout ce temps-là ? Pourquoi il revient ? Qui est-il ? Qu'est-ce qu'il trimballe aussi dans ses bagages ? Et pourquoi ce lieu aussi reculé où il faut vraiment traverser des forêts pour pouvoir y vivre ? En même temps, pour le petit garçon, ça va être une découverte incroyable de vivre au milieu de cette nature, d'être au plus proche de la nature. Donc le petit garçon va aussi vraiment y trouver un aspect positif, une grande découverte. Il redécouvre un papa qui est certes un peu spécial, mais il a à nouveau un père avec lui. Il a cette découverte de la nature. Et le roman va répondre à toutes ces questions, mais vraiment de façon très, très parsemée, tout le long du roman jusqu'à la dernière page. Donc Jean-Baptiste Del-Amo a vraiment une écriture très, très précise. Il utilise le mot juste. Les phrases sont hyper bien construites. C'est un roman qu'il faut prendre le temps de lire. Tout est vraiment bien choisi, les tournures, l'ambiance. C'est aussi très descriptif, à la fois dans la gestuelle des personnages, les regards, mais aussi très descriptif au niveau de la nature. Quand on lit ces pages de description, on a tout de suite des images qui nous viennent en tête. Donc c'est vraiment un roman à l'écriture maîtrisée sur la transmission, sur les liens familiaux et sur l'emprise d'un homme sur sa famille. Alors dans un tout autre registre, et puis on change également d'époque, je vous présente le roman de Paola Pigani, et Il dansait le dimanche, paru aux éditions Liana Lévy. C'est le 4e roman de l'auteur, et nous sommes à la fin des années 20, dans une Hongrie qui est en crise. On va suivre 2 jeunes filles qui ont 16-17 ans, qui souhaitent échapper à la misère paysanne à laquelle leur promettent leur famille. Et pour ça, elles vont répondre à une annonce et prendre le train pour la France. Dans l'est de la France, à cette époque, se montent des grandes cités industrielles, des grandes cités modèles, où on développe la viscose, cette soie artificielle. Et donc, pour elles, c'est vraiment la promesse d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie. Donc, elles vont, avec tant d'autres, prendre le train pour l'est de la France. Et elles vont là-bas y trouver des conditions de travail relativement difficiles. Elles vont découvrir aussi les brimades des petits chefs. Elles vont également découvrir l'entraide entre les communautés, puisqu'elles vont se retrouver avec des ouvriers qui viennent des 4 coins de l'Europe. Elles vont découvrir là-bas que tout est fait pour elles. On a tout prévu. On a prévu le logement, le travail, le lieu de culte, la petite épicerie, de façon à ce que les ouvriers ne manquent de rien. Mais en même temps, les conditions de travail sont terribles.
Elles vont connaître aussi les amitiés, les amours naissantes et vraiment l'espoir pour elles quand même d'un avenir meilleur par rapport à ce qu'elles ont quitté. Donc c'est un roman social, un roman qui décrit aussi une époque, c'est aussi l'éveil de la conscience de classe à ce moment-là. C'est la naissance des grandes cités industrielles. C'est aussi un roman sur la précarité du travail. C'est aussi un roman historique puisqu'on va voir aussi l'avènement du Front populaire, on va voir la montée aussi progressive du fascisme. Mais c'est surtout un roman dans lequel l'auteur est vraiment à chaque fois au plus proche de ses personnages. On sent que c'est un auteur qui aime ses personnages, elle y est très attachée et elle va vraiment décrire leurs sentiments, leur quotidien et puis cette envie, cette hargne d'avoir une place dans la vie, une place si possible qu'elles auraient choisie elles. Alors, je poursuis avec Blizzard, le roman de Marie Vintras aux éditions de l'Olivier. Là, nous sommes en Alaska. Et alors qu'un blizzard fait rage, une jeune femme sort accompagnée d'un petit garçon. Il suffit d'un moment d'inattention et avec la mauvaise visibilité, la tempête qui commence à sévir, la jeune femme et le petit garçon vont se perdre. Les rares habitants de ce petit coin d'Alaska, de ce bout du monde complètement perdu, vont alors se lancer à leur recherche. Ils savent qu'une course contre la montre s'engage pour pouvoir notamment retrouver le petit garçon encore vivant. Donc c'est un roman, vous l'aurez compris, qui emprunte énormément au code de la littérature nord-américaine, notamment à la littérature des grands espaces, du nature writing. C'est aussi un roman choral, puisque chaque chapitre va donner la parole à un personnage. Tous les personnages auront la parole, sauf le petit garçon. C'est un roman qui est assez court, assez rythmé, qui sait ménager son suspense jusqu'au bout. On se dit que les personnages ont énormément de secrets, donc ce qui au départ se retrouve être une recherche d'un petit garçon perdu dans la tempête va aussi révéler ce que chacun des personnages ont comme secret. Qui choisirait de vivre dans un coin aussi isolé et aussi tempétueux sans avoir des choses à cacher ou sans avoir envie de se faire oublier. Alors malgré la forme qui peut paraître pas très originale, assez rabattue, en fait le roman fonctionne à merveille. On est vraiment pris dans l'histoire, on se laisse prendre au jeu et puis on a véritablement envie qu'ils s'en sortent tous et que le petit garçon soit enfin retrouvé. Donc c'est vraiment un roman très efficace. Je poursuis avec le roman de Julie Ruocco qui s'appelle Furie, qui a reçu quand même le prix envoyé par la Poste 2021, qui est un premier roman d'une auteure belge. Donc lorsque le roman s'ouvre, on suit Bérénice, qui vient de finir ses études d'archéologie et qui vient aussi malheureusement de perdre son père. Et elle se retrouve livrée à elle-même. Elle a été élevée par son père, elle est fille unique et elle ne connaît personne. Elle est à Paris, elle vient de finir ses études et voilà qu'elle se retrouve toute seule. Et elle va, au hasard d'une rencontre, rencontrer un homme et d'archéologue, elle va se faire trafiquante d'antiquités. Elle va être à cette occasion missionnée à la frontière entre la Turquie et la Russie pour essayer de dérober des bijoux. Mais elle va du coup se retrouver confrontée à une transaction qui va mal tourner et il va falloir qu'elle se débrouille par elle-même pour essayer de ressortir du pays. Elle va croiser la route d'Assim, qui est un pompier syrien qui, par la force des choses, va se retrouver fossoyeur. Et lui aussi, il a perdu un être cher, sa sœur aînée, avec qui il était très proche. Et ces deux événements vont les rapprocher. Tous les deux sont à la recherche d'un sens à donner à leur vie. Bérénice parce qu'elle a perdu toutes ses bases. Et puis Assim parce qu'il est perdu dans cette guerre et il croyait sauver sa sœur et en fait c'est elle qui est partie avant lui.
Donc je ne vous cacherai pas que c'est un roman qui commence un peu comme une boutade, hein. On rit au début du roman parce que Bérénice a une espèce de légèreté et de naïveté qui nous fait rire. Mais progressivement, le roman se durcit finalement avec l'expérience que prend la narratrice et donc le lecteur également. C'est un roman combatif, puisque c'est un roman qui va nous raconter plusieurs destins individuels et comment ces destins vont rencontrer aussi les mécanismes de l'histoire. La personnage va rencontrer énormément de femmes syriennes, de femmes kurdes, qui vont lutter pour leur liberté, qui vont littéralement prendre les armes pour défendre leur liberté. Et il va y avoir des pages impressionnante de dialogue entre Bérénice, qui découvre ce monde-là, et ces femmes, qui sont des femmes fortes, des combattantes, et qui vont lui montrer comment combattre, en fait, mais comment combattre dans la vie de façon assez pragmatique, mais aussi de façon assez imagée aussi. Une très belle page d'écriture. Donc c'est vraiment un roman qui prône la liberté. C'est aussi, vous l'aurez compris par le titre, matérialisé par cette image de la furie, hein, qui était les petites icônes, la déesse de la vengeance dans la mythologie grecque, mais c'est aussi un petit médaillon que porte Bérénice autour du cou dès le début du roman, et c'est un peu sa première exaction. En fait, quand elle était dans une fouille archéologique, elle a découvert un tout petit morceau de pierre. Et elle ne sait pas pourquoi, sur une impulsion, elle a pris cette pierre, elle l'a mise dans sa poche, et elle s'est rendue compte que c'était une petite représentation d'une furie. Et elle se l'est transformée en médaillon, et pour elle, ça sera ces femmes vengeresses, ces femmes qui ont... et elle va le porter tout le long du roman. Voilà. C'est vraiment un roman très fort. Donc voilà, j'ai fait le tour un peu de mes coups de cœur, en tout cas de mes lectures assez remarquables en littérature francophone, et je vais passer aux 3 romans littérature étrangère. Et puis je démarre avec un énorme coup de cœur, hein, d'emblée. Hop, je ne le garde même pas pour la fin. Notre part de nuit de Mariana Enriquez, paru aux éditions du Sous-Sol. Donc c'est un roman qui nous vient d'Argentine. C'est un gros pavé, hein, 760 pages. Nous sommes en Argentine au début des années 1980, donc sous la dictature. Nous suivons la quête d'un père qui s'appelle Juan, et il veut protéger son fils Gaspard de l'emprise de sa belle famille. Sa belle famille est une riche famille, une famille d'aristocrates, une famille puissante, proche du pouvoir, et elle est également à l'origine de la création d'une société secrète appelée l'Ordre, qui vénère un mystérieux dieu qui s'appelle l'Obscurité. Et pour rentrer en contact avec ce dieu, elle a besoin d'un médium. Et il se trouve que Juan a des dons médiumniques. Il a été recueilli par cette famille alors qu'il était enfant. Et elle l'a vraiment transformé, conditionné pour qu'il devienne médium pour cette société secrète. Évidemment, Juan a énormément souffert de cette emprise, de la violence de cette famille pour arriver à ses fins. Et maintenant qu'il est à son tour père, il sent que Gaspard est possiblement héritier aussi de ses dons médiumniques, et il ne veut surtout pas que son fils tombe sous le joug de cette famille, et il va tout faire pour le protéger et pour l'écarter de cette famille. Donc le roman démarre vraiment sur une fuite, hein. C'est Juan et Gaspard qui prennent la route, on ne sait pas où ils vont, mais ils veulent s'échapper, le père veut protéger ce fils. Donc c'est vraiment un roman sur un amour incroyable d'un père pour son fils. Malgré tout, Juan n'est pas non plus un père idéal, vous le découvrirez par vous-même, il a aussi une part sombre liée à son histoire. C'est un roman qui va mêler des faits historiques, hein, puisqu'on est vraiment dans l'Argentine des années 80 avec la dictature. On va aussi traverser les époques, on va faire des sauts dans le temps, on va revenir un peu en arrière dans les années 60-70 en Angleterre, avec l'époque un peu psychédélique. On va aussi retourner encore un peu plus en arrière en Afrique. Donc on va couvrir comme ça à peu près un siècle d'histoire. Et on va suivre l'origine de cette famille, la création de cette famille, son pouvoir, comment elle a créé cet ordre et comment elle a réussi à devenir aussi influente. C'est un roman qui va multiplier les points de vue, donc même si le point de départ est cet homme qui veut protéger ce fils,
il va y avoir aussi le regard des autres personnages, de personnages secondaires au départ, mais qui vont aussi prendre la parole, raconter leur histoire. Et le lecteur va avoir aussi une vision différente de ce qui se passe. C'est un roman qui n'hésite pas aussi à emprunter à plusieurs codes littéraires. On va avoir quelques pages un peu journalistiques, puisqu'à un moment donné, il va y avoir aussi une enquête journalistique sur des phénomènes. Il va y avoir aussi des envolées un peu lyriques, un peu poétiques. Voilà, chaque personnage a un peu sa personnalité et ça va se ressentir dans l'écriture. Évidemment, ça va être un roman qui va donner une grande importance au fantastique. Il va y avoir quand même des pages assez macabres, des passages assez terrifiants. Donc c'est un roman quand même qui installe vraiment son monde. Donc les 760 pages, on en a quand même bien besoin, mais c'est un roman vraiment puissant, qui est impressionnant. Et si le fantastique, les aspects fantastiques ne vous rebutent pas, foncez à la lecture, n'ayez pas peur du nombre de pages. Je poursuis avec un premier roman, le premier roman d'une Allemande, Hélène Bukowski, qui a écrit Les Dents de lait aux éditions Gallmeister. Elle nous raconte l'histoire de Skalde, qui est une jeune fille qui vit recluse avec sa mère dans une communauté qui est coupée du reste du monde suite à une catastrophe climatique. La jeune Skalde, un jour, va commettre une infraction. Elle a un périmètre à ne pas dépasser alors qu'elle est toute jeune. Et en grandissant, elle va avoir envie de traverser cette frontière, de dépasser un peu les limites que sa mère lui a données. Mais donc en faisant par ce geste, elle va donc s'affranchir aussi de l'autorité maternelle, mais elle va aussi s'attirer les foudres des villageois, puisqu'elle va faire la rencontre d'une curieuse jeune fille à la chevelure rouge et qui ne parle pas. Elle va décider de la prendre un peu sous son aile, de la protéger, et il va y avoir désormais deux camps dans la communauté. Les personnes qui vont prendre parti, qui vont protéger plus ou moins Skalde et cette jeune fille, et puis les membres de la communauté qui voient là un péril, une mise en danger de la communauté tout entière, puisqu'a priori cette communauté est fermée et il ne devrait pas y avoir d'éléments étrangers qui rentrent. Donc d'où vient cette petite fille et qu'est-ce qu'elle va leur apporter? Donc l'ambiance, c'est vraiment le style d'un roman post-apocalyptique, mais vraiment super soft. On est loin des horreurs que peuvent avoir certains romans post-apocalyptiques. L'écriture est très abordable, ça peut vraiment être lu par un large public. Pour la petite histoire, on raconte que l'auteur s'est retiré dans un bois de Basse-Saxe, vraiment retiré du monde aussi pour pouvoir écrire ses pages sur cette communauté. Elle vivait seule avec son chien dans une cabane et puis il y avait une grand-mère qui venait simplement la ravitailler pour pouvoir se nourrir, et ça pendant plusieurs semaines. Et donc on ressent vraiment cette ambiance aussi de nature prégnante, de thématiques aussi sur la nature, sur les catastrophes naturelles et sur l'affranchissement d'une jeune fille par rapport à l'autorité d'abord maternelle, mais aussi la prise de toute cette communauté. On sait dès les premières pages qu'il se terminera bien, puisqu'on est en train de lire les carnets que nous raconte la jeune fille. Et je termine donc par un roman assez inclassable de Rosa Montero qui s'appelle La Bonne Chance aux éditions Métellier. Elle nous raconte l'histoire de Pablo Hernando. C'est un homme qui a décidé de refaire sa vie, un homme qui a décidé de se donner une seconde chance, de repartir à zéro. Mais comme au début du roman, il est au plus mal, il a choisi comme moyen de monter dans un train, de descendre un peu à l'improviste, et il va tomber dans une petite ville qui s'appelle Pozzonegro, et qui est enfin un ancien bassin minier à l'agonie. Donc on ne sait ni qui il est, ni d'où il vient, ni ce qui lui est arrivé. En plus de ça, c'est un personnage, vous le découvrirez, qui est peu loquace, et qui cherche surtout à se faire oublier, donc il évite les interactions avec les personnages qu'il peut croiser. Mais dans cette nouvelle ville, il ne va pas être le seul à avoir des secrets, et certains en ont d'encore plus obscurs que lui et plus dangereux que lui. Donc
c'est un roman qui démarre un peu comme ces romans noirs, ces polars des années 40-50 américaines. On est avec une météo un peu plombante, un homme qui a la tête basse, qui cherche à se faire oublier. Et puis voilà que dans l'immeuble où il habite, en fait, vit aussi un personnage qui s'appelle Raluca, qui est une femme hyper généreuse, hyper exubérante, mais c'est un personnage hyper lumineux. Et là, d'un seul coup, le roman va prendre une allure beaucoup plus légère, beaucoup plus lumineuse. Et elle va le persuader que la joie, c'est quelque chose, c'est une question d'habitude finalement. Et elle va un peu le prendre sous son aile. Finalement, Raluca va être pour tous ces personnages un peu glauques, un peu soit tantôt la femme aimante, soit la figure maternelle du roman, mais qui va montrer que dans la vie, rien n'est grave. Et oui, on a tous droit à une seconde chance. C'est vraiment le roman de la seconde chance. Je vais maintenant reprendre la parole, puisque nous allons voir les critiques et les coups de cœur de Anne. Donc Anne qui travaille à la médiathèque Écume à Saint-Maurice-l'Exil et qui avait préparé ces sélections et qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc je vais essayer de vous transmettre ces coups de cœur. J'espère que je saurai vous les faire partager et que je serai fidèle à ces lectures. Voilà. Donc, Anne, pour son premier coup de cœur, va nous emmener avec une adolescente. Alors, dans le titre de Salomé Kiner, Grande Couronne, chez Christian Bourgois. Donc là, on est aux côtés d'une adolescente. Le roman se situe dans les années 90. La narratrice a 14 ans et elle est dans la banlieue parisienne au sein d'une famille qui, elle, est en pleine crise et dans la banlieue nord de Paris, donc dans des quartiers plutôt pauvres. La jeune fille, elle a des grands rêves, alors des rêves enfin des grands rêves. Elle veut s'acheter des vêtements de marque, elle veut sortir de sa condition, elle veut mener grande vie, elle voudrait être hôtesse de l'air. Et en fait, pour gagner de l'argent de poche, elle va rejoindre une mystérieuse organisation clandestine qui s'est organisée au sein du collège. Donc il s'agit ici d'un premier roman réaliste sur l'adolescence, que Anne a particulièrement aimé, parce qu'elle s'est beaucoup attachée à cette jeune fille qui ne manque ni d'énergie ni d'humour. Et malgré les nombreuses déconvenues auxquelles cette jeune va faire face, Anne a trouvé que c'était vraiment une auteure qui était à suivre voilà, un titre qui lui a beaucoup plu sur l'adolescence. Autre titre de Manon Fargueton, Tout ce que dit Manon est vrai. Alors là, Anne nous dit avoir eu un véritable coup de cœur pour ce roman. Et elle a découvert cet auteur qui, par ailleurs, avait déjà publié, mais plutôt des textes en littérature fantastique et des textes en littérature de jeunesse. Là aussi, bizarrement, toujours, on va se retrouver dans le monde de l'adolescence, puisque l'héroïne est une jeune lycéenne de 16 ans, la brillante élève, douée en dessin, qui, elle, rêve de faire publier sa bande dessinée. Et dans sa recherche de publication, lors d'un salon, elle va rencontrer un éditeur qui va bien vouloir la publier et qui est plus âgé qu'elle puisqu'il a 56 ans. Et très vite, entre eux, va se déclencher une véritable relation amoureuse, malgré les réticences de la mère de Manon qui voit d'un mauvais œil cette relation entre une adolescente et un monsieur de 56 ans. Et toute cette histoire et toute l'histoire de ce roman, toute l'histoire de cette histoire d'amour va poser la question de l'emprise et de la manipulation. Sur ces thèmes-là, Anne fait référence à un autre roman qu'elle avait lu sur cette thématique de Vanessa Springora, Le consentement. Ce qu'elle a trouvé très intéressant dans ce roman, c'est le procédé narratif, parce que Manon est bien évidemment au centre du récit, mais ce n'est pas elle qui raconte. Ce sont les proches qui vont parler pour elle, et chacun va donner sa propre version des faits. Et elle trouve que c'est un véritable page-turner. La construction est très originale et l'écriture très très belle. Elle a trouvé que le récit était vraiment captivant.
Autre femme, autre âge, autre génération, Maud Ventura, Mon mari, aux éditions L'Iconoclaste. Là aussi, il s'agit toujours d'un premier roman. Et là, la narratrice est donc une femme de 40 ans, professeure d'anglais, qui a 2 enfants. Et on peut dire qu'elle est folle amoureuse de son mari. Mais au-delà de l'expression folle amoureuse de son mari, elle nourrit vraiment une passion exclusive, obsessionnelle, et elle tient des carnets dans lesquels elle note tous ses faits et gestes. Au-delà d'être folle amoureuse, qu'on pourrait dire de façon, quand on est pris d'un amour un peu inconditionnel, chez elle, la folie va prendre tout son sens, puisqu'on va vraiment basculer vers un comportement pathologique et une vraie folie. Le roman est construit sur 7 jours, et c'est un premier roman complètement décalé, complètement surprenant, à découvrir, et avec de plus cette belle couverture qui a beaucoup plu, un peu couverture vintage, qui aussi attire l'œil et un peu décalée par rapport à ce qu'on peut voir dans toutes les couvertures actuelles. Alors, on va retrouver la thématique dont je vous ai parlé au début, qui est la thématique de l'environnement et la thématique du retour à la terre et la thématique du monde paysan, avec ce roman de Corinne Royer, Planétaire, puisque cet auteur, qui est originaire de la région Rhône-Alpes, elle vit près de Saint-Étienne, et elle avait produit un précédent roman, Ce qui nous revient, qui avait déjà beaucoup plu à Anne. Et là, c'est encore un sujet fort qu'elle livre ici, puisqu'il est inspiré d'un fait divers tragique qui s'est passé en 2017 en Saône-et-Loire, où un agriculteur a été abattu par les gendarmes après 3 ans de ce qu'on pourrait appeler un harcèlement administratif. Effectivement, le roman va s'ouvrir sur l'homme qui est en fuite, qui est aux abois. C'est un homme qui est un agriculteur, un éleveur passionné par sa terre, passionné par ses bêtes, et qui va tomber dans une sorte de spirale infernale, avec à ses trousses une inspectrice de la direction départementale de la protection des populations, qui va en quelque sorte le faire sombrer dans les méandres des procédures administratives et des règlements européens. Et l'auteur va montrer ici la situation dramatique dans laquelle se retrouvent certains agriculteurs, souvent poussés au désespoir. C'est un roman fort, c'est un roman poignant, qui est engagé, qui est magnifiquement écrit et qu'il faut absolument lire. Parle tout bas d'Elsa Fotorino. Donc Elsa Fotorino est la fille d'Éric Fotorino, et elle va livrer ici d'une très belle plume un 4e roman qui est ici une autofiction. Et la narratrice va parler du viol dont elle a été victime dans une forêt alors qu'elle avait 19 ans. Ce viol, elle l'avait enfoui, elle l'avait oublié, elle l'avait mis dans un recoin de sa personnalité. Et l'affaire avait été classée sans suite parce qu'il n'y avait aucune piste. Jusqu'au jour où, effectivement, un suspect va être arrêté et le passé va refaire surface 12 ans après, et un procès va avoir lieu. Anne a beaucoup apprécié le style de l'auteur, tout en finesse, beaucoup de retenue pour ce sujet très difficile. Elle ne racontera jamais son agression dans les détails, mais on perçoit bien que ici l'écriture est un sujet, un moyen qui va permettre de se libérer d'un traumatisme enfoui. Ici, ce sont vraiment les mots comme une thérapie pour se reconstruire et pour retrouver une forme d'apaisement. Alors, tout autre style, pour toujours l'iconoclaste, Ne t'arrête pas de courir, de Mathieu Palin. Alors, Mathieu Palin avait fait en 2019 un premier roman, Sale gosse, toujours aux éditions de l'Iconoclaste. Et celui-ci est tout aussi surprenant et réussi que le premier qu'il avait produit. Ici, l'auteur va retracer l'histoire vraie et la vie de Toumani Coulibaly. Alors, Toumani Coulibaly, il a la particularité d'être à la fois
un athlète hors norme, sprinter, et d'autre part, un cambrioleur en série la nuit. Et en fait, cet homme, qui purge d'ailleurs plusieurs peines de prison, et qui est devenu l'ami de l'écrivain, tous deux se sont rencontrés de nombreuses fois au parloir pour raconter l'histoire. Ils ont tous les deux le même âge, ils viennent de la même banlieue, ils ont grandi au même endroit, mais leur parcours est totalement différent. Et ici, ce que Anne a particulièrement aimé, c'est le style journalistique qui fait suite effectivement à leurs échanges au parloir. C'est un style très direct de l'auteur qui du coup est empreint de beaucoup d'authenticité, beaucoup de sincérité et des histoires qui sont toujours bien ancrées dans le réel et qui sont très touchantes par leur humanité. Alors, un autre titre, je ne sais pas si Agnieszka, tu veux en parler, donc qui était un titre coup de cœur de Anne, prix Femina 2021, s'adapter de Clara Dupont-Moreau, mais il était aussi le coup de cœur de Agnieszka, donc je vais lui laisser en parler puisque... Alors j'aimerais vous parler de ce livre qui était un vrai coup de cœur pour Anne et du coup pour moi. Donc il s'agit d'un roman très intime où l'autrice raconte l'arrivée d'un enfant lourdement handicapé dans une famille cévenole qui va bouleverser les liens entre tous les personnages. Donc l'enfant dans le livre est appelé juste comme ça, l'enfant. Personne n'a de prénom, les gens sont appelés par le rôle qui leur place dans la famille. Et du coup, l'histoire est racontée par 3 enfants. L'aîné, la cadette, ensuite les derniers enfants qui arrivent après la mort de l'enfant handicapé. Donc tout d'abord l'aîné, c'était un enfant très actif, un leader, un meneur pour ses cousins, pour ses amis. Et l'arrivée de l'enfant va vraiment le transformer. Il va devenir doux, calme. Il va comme s'effacer. Donc cette transformation, elle est mal vue par ses amis, par ses cousins, et surtout par la cadette qui a l'impression qu'on lui a volé son frère. Et son frère tellement aimé. Mais de son côté, l'aîné, il le vit bien. On a l'impression qu'il a retrouvé vraiment son vrai caractère. Il est comme un ombre de l'enfant handicapé. Il le protège, il le nourrit, il le soigne. Donc ces gestes sont très magnifiquement décrits par l'autrice. Donc voilà. Et ensuite, on entend l'histoire racontée de la part de la cadette. Elle, de son côté, éprouve surtout de la colère, du dégoût envers l'enfant. Elle vit vraiment cette histoire par le prisme de la perte. Elle a l'impression d'avoir perdu son frère aîné qui n'est vu que par l'enfant. Elle a l'impression d'avoir perdu ses parents qui du coup s'occupent beaucoup de l'enfant handicapé, qui sont tout le temps prises par les démarches, les galères administratives. Donc elle est dans cette période où elle se rebelle et on a l'impression qu'elle pourrait partir à la dérive s'il n'y avait pas cette grand-mère qui est là, qui la soutienne, qui lui apporte un peu de normalité dans cette famille qui tourne toute autour de l'enfant. Et le dernier personnage, c'est le dernier enfant. Il arrive après les drames et il y a un peu cette attente pour lui qu'il soit la consolation pour ses parents, qu'il soit normal, qu'il soit en bonne santé.
Et ce qui est assez intéressant, qu'il le ressent, il ressent ce besoin, mais en même temps, il est vraiment comme ça. Il a cette consolation, il est tout ce dont la famille avait besoin. Et une autre facette de ce livre, c'est ce qui m'a bouleversée un peu de manière indirecte, c'est qu'on n'a pas, on voit pas les parents dans ce livre. On ressent pas, on connaît pas leur détresse, on connaît pas leur souffrance, alors qu'on sait très bien qu'elle est présente. On a deux, trois petits passages où on mentionne la mère, le père, et c'est assez bouleversant, cet silence sur les parents qui va forcément vivre assez mal cette situation. Donc c'est un roman vraiment magnifique. Il est porté par une écriture sublime, la description des sentiments, des gestes. C'est un roman très vrai. On a le sentiment que ça peut être la vraie situation dans des familles. Et du coup, c'est d'autant plus compréhensible qu'on apprend aussi que l'autrice a vécu une situation similaire dans sa famille. Donc c'est d'autant plus touchant. Voilà, un grand coup de cœur. Okay. Alors, ce titre, Milwaukee Blues, par Louis-Philippe d'Alembert, c'est un livre très contemporain qui touche les événements très récents, car il est inspiré librement d'un fait tragique, donc la mort de George Floyd assassiné par un policier blanc à Minneapolis en 2020. L'événement qu'on a tous connu, qui a suscité des énormes manifestations. Donc il reprend un personnage qui a fini de la même manière, assassiné par un policier blanc, étouffé. Mais j'ai l'impression que c'est un roman qui veut parler plus de manière générale d'une société américaine et de ses quartiers populaires, donc où la pauvreté et la couleur de peau font un en fait. Donc le personnage dans le livre s'appelle Emmett. Le prénom est important car c'est un prénom qui est repris d'histoire d'un garçon, d'un adolescent américain noir assassiné dans les années 50. Donc c'est aussi, j'ai l'impression que ça permet de voir qu'il ne s'agit pas vraiment d'Emmett, de ce personnage-là, mais vraiment de toutes les personnes noires qui ont pu subir le même sort, assassinées par les Blancs. Donc l'histoire est racontée, comme dans plusieurs livres, de manière chorale. On n'entend pas la voix d'Emmett. Donc à tour de rôle, l'histoire est racontée par son institutrice, par ses amis d'enfance, par son coach sportif, par son fiancé. Donc chaque chapitre est construit de la même manière. Il y a d'abord l'histoire des personnages qu'ils racontent, l'histoire, donc c'est leur histoire à eux, et seulement à la fin, vraiment très court, il y a cette relation avec Emmett qui apparaît. Donc c'est pour ça, moi dans le livre, je me suis plus attachée au quartier des pauvres de Milwaukee, à ces personnes qui racontent le roman, qu'à Emmett qui reste vraiment un peu flou, vraiment reste le personnage qui inspire le roman. Mais je pas ressenti beaucoup plus les personnages d'Emmett. Donc, comme je dis, ce livre m'a inspiré. J'ai l'impression qu'il veut vraiment parler du sujet des quartiers pauvres, des quartiers difficiles. Ce qui aussi j'aurais trouvé par un documentaire que je vais
présenter un peu plus loin sur les discriminations. Il s'agit d'une enquête, une enquête sociologique. Donc le livre finit sur toute une deuxième partie du livre par de la manifestation des personnes qui y participent. Donc on a un peu l'impression que le roman veut finir sur une note d'espoir qu'il y a cette nouvelle génération qui s'élève, qui va chercher la justice pour les personnes qui souffrent de cette situation. Donc voilà, c'est un livre très engagé et je pense nécessaire pour ce temps. Et donc je vais terminer cette présentation de roman par un coup de cœur, le mien, là pour le coup, un roman de Michael Christie, qui est un auteur canadien, Lorsque le dernier arbre, donc vous savez c'est celui auquel on avait donné le label Forêt en Isère, puisque on va se retrouver, en 2038, et on débute par une situation post-apocalyptique presque, puisqu'on vit dans un monde où toutes les forêts ont disparu, où le monde est envahi d'une poussière qui ronge tout et qui pousse presque les gens à la mort à force de tousser. Et seule subsiste une île au large du Canada, une île sur laquelle a survécu une forêt primaire et qui est devenue un camp de visite pour de riches touristes. Voilà. Et au sein de cette forêt primaire, il y a une jeune guide qui fait visiter cette forêt primaire. Et on va venir lui annoncer un jour que peut-être, elle serait l'héritière de ce morceau d'île et de ce morceau de forêt. Et là va commencer alors véritablement la grande histoire de ce livre, puisqu'on va être entraîné dans la reconstitution de toute l'histoire de l'île et de la famille qui va avec. Alors il y a je vous ai fait cette coupe, enfin je vous ai remis cette image de cette coupe qui est au début du livre. Alors bon, c'est un peu petit, mais en fait sur les deux bords vous avez, alors tel un arbre, la coupe d'un arbre, vous avez les tranches de construction de l'arbre, et les deux dates qui sont en externe sont 2038, et au sein de l'arbre, au sein du creux, vous avez 1908. Et en fait la construction du roman va nous faire partir de la circonférence de 2038 pour redescendre petit à petit toute l'histoire de la famille, couche après couche, successivement, jusqu'en 1908. Et puis, enfin, arrivé en 1908, on va remonter jusqu'en 2038. Et alors, peu à peu, tel l'arbre qui se construit, on va reconstruire l'histoire de cette famille, couche après couche et personnage après personnage. Et autant vous dire qu'il s'agit là de grands personnages. Et en fait, on est dans alors pareil, 600 pages, 589, je crois exactement, mais 589 pages où on va rencontrer des personnages absolument époustouflants. On est vraiment dans un récit très romanesque avec des personnages très hauts en couleur, des personnages auxquels on s'attache très vite, qui sont parfois emmenés dans des aventures absolument époustouflantes. Et ce que j'ai trouvé de remarquable, c'est qu'effectivement, outre le fait qu'effectivement on est complètement pris dans cette forêt constamment, qu'on a l'impression de croître en même temps que les arbres, eh bien en fait il y a toute une analyse de comment se construit aussi la famille, couche par couche, année après année, et que quelque part, quelle que soit la couche à laquelle on se trouve et l'année de développement de cette histoire familiale, on se retrouve de toute façon toujours lié aux autres couches d'une façon comme d'une autre. Mais moi, c'est vraiment un vrai coup de cœur pour ce roman que je vous conseille très vivement. Et je vais donc arrêter ici la présentation sur la rentrée littéraire. Donc vous retrouverez à la fin de la petite plaquette, je vous ai mis le top 20 des romans français et le top 20 des romans étrangers, qui est publié chaque année dans Livre Hebdo et qui est fait par des libraires, ce que je trouve précieux, puisque ce sont aussi des partenaires précieux et qu'ils ont, au mois de septembre, là, finalement, une vision de ce qui a plu au public et des titres qui sont le plus poussés par cette rentrée littéraire. Et donc, j'arrêterai là cette présentation pour céder ma place à la présentation de Pixel Culture par Timothée.